Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous m'entendez bien. Donc je suis ravie de vous accueillir pour cette webconférence qui est co-organisée avec l'ASTE. Nous allons parler aujourd'hui des travaux de leur groupe de travail quantification des émissions de gaz à effet de serre et bilan carbone. Donc ce groupe a coproduit avec l'ADEME un guide qui va vous présenter une méthodologie pour effectuer les bilans de gaz à effet de serre sur vos services d'eau et d'assainissement. Donc pour d'abord quantifier ces gaz à effet de serre et dans un deuxième temps pour vous donner des pistes pour diminuer les émissions. Donc je suis aujourd'hui accompagnée par, voilà, par Florence Soupizet de Haute-Paris. Bonjour. Bonjour. Et je suis accompagnée en ligne par Fanny Fleuriot de l'ADEME. Bonjour. Bonjour à tous. Voilà, malheureusement, Delphine Valentin, qui était l'animatrice de ce groupe de travail au moment de la parution du guide, a eu un empêchement et ne peut pas être avec nous aujourd'hui. C'est donc Florence Soupizet qui assurera, qui sera sa voix aujourd'hui et qui assurera sa part de la présentation. Voilà, donc merci à vous pour cela. Pour poser vos questions, je vous invite à le faire au fur et à mesure des interventions. Donc, en bougeant votre souris, vous verrez une petite icône QR apparaître en bas de votre écran. Donc, en cliquant sur cette petite icône QR, vous pourrez taper vos questions que je transmettrai à nos intervenantes. Le replay de cette webconférence sera disponible d'ici la fin de la semaine sur notre plateforme, comme d'habitude. Voilà, donc Madame Soupizet, je vous invite à lancer le partage du support de présentation. Une petite question purement Oui. technique. Quand Fanny Fleuriot prendra, c'est le transfert, il se fait là. C'est ça. J'ai rien à faire. Je n'ai pas appuyé sur. Non, vous avez C'est rien ma à première faire. webconférence. Il n'y a pas de Voilà. problème. Non, vous n'avez rien à faire, ça se fera tout seul. Très bien. Donc moi, je suis Florence Soupizet, donc de Haute-Paris, qui est la régie municipale en charge du service public de l'eau pour Paris. Je pilote toute la stratégie d'atténuation et d'adaptation au changement climatique et notamment tout ce qui est politique de réduction des gaz à effet de serre. Donc, sur cette présentation, on travaillait avec Delphine Valentin, comme l'expliquait Marie. Donc, Delphine Valentin de chez Suez également. Voilà. Donc, pour cette matinée, en fait, ce qu'on propose, c'est de rappeler les principes d'un guide sectoriel, d'un bilan des émissions de gaz à effet de serre. Fanny Fleuriot de l'ADEME vous présentera plus en détail le contexte et le cadre réglementaire des bilans des émissions de gaz à effet de serre. Et puis après, dans le détail, la constitution du guide, toutes les informations que vous pourrez retrouver dans ce guide, par catégorie poste d'émission, hein, donc pour tout ce qui est secteur de l'eau et de l'assainissement, des éléments méthodologiques qu'on ne détaillera pas, qui sont très bien rédigés dans le petit guide ici, mais sur lesquels il ne faudra pas hésiter à intervenir dans le cadre de questions. Et avec Delphine, Valentin, on souhaitait plutôt mettre l'accent sur les actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui est la principale nouveauté de ce guide. Dans lequel on a mis énormément d'informations, d'exemples sur beaucoup de services d'eau et d'assainissement. Et si on a le temps, on pourra vous présenter rapidement ce que nous, on fait côté Haute-Paris en matière de réduction des gaz à effet de serre. Voilà. Alors après, le diapo. Oui. Non, je ne suis pas au point. Il n'y a pas de problème. Partagez l'écran. Ok. Diaporama. Hop là. Bon. Et après, je n'ai plus qu'à prendre la flèche. C'est ça. Non, ça ne marche pas. Ok. La souris, c'est peut-être mieux. Ça va être. Donc, bien évidemment, alors je vais parler très souvent avec des acronymes. Dans la présentation, dans le guide, vous les retrouvez. Bon, il ne faudra pas hésiter si, à la fin de la présentation, si quelques acronymes sont passés à la trappe. Voilà. Donc, le guide sectoriel, en fait, donc pour qui, pourquoi? En fait, le guide sectoriel, ça décrit les principes de réalisation d'un bilan des émissions de gaz à effet de serre pour une organisation dans un secteur donné. Donc, on y retrouve dans le secteur donné toutes les sources, les puits, les types de gaz,
les données nécessaires et puis les règles de calcul à mettre en place pour les différents postes émetteurs les plus significatifs ou les plus pertinents pour le secteur. Dans notre cas présent, sur le secteur de l'eau et de l'assainissement, comme Marie le disait en intro, il a été produit par un travail collaboratif de tout le groupe de travail gaz à effet de serre de l'ASTE, dans lequel en fait on avait des représentants aussi bien d'entités privées que d'entités publiques, toutes les personnes qui faisaient les bilans des émissions de gaz à effet de serre, des différents services aussi de recherche qui ont pu alimenter ce guide en matière de facteurs d'émission et permettre dans cette révision un travail important d'actualisation. Donc le guide que vous avez, vous pouvez le télécharger en fait sur le site de l'ADEME dans leur DocuTech et vous pouvez également le retrouver téléchargeable sur le site de l'ASTE. Donc, comme je disais, hein, c'est un travail collaboratif avec des représentants de toutes sortes d'entités qui sont dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Donc, des groupes privés, des groupes mixtes, des groupes publics, des maîtres d'ouvrage, des autorités organisatrices. Donc, en l'occurrence, je vais peut-être oublier du monde, mais voilà, des personnes du CEREMA, de Suez, de chez Veolia, de la SOR, du CEDIF, Nantes Métropole, et Haute-Paris. J'ai peut-être oublié du monde, si Saint-Gobain aussi, parce que j'ai le réflexe de Pont-à-Mousson, mais vous avez aussi les canalisateurs, notamment, qui ont participé. Donc, en fait, toutes les personnes de ce secteur ont collaboré activement à la rédaction de ce guide. Donc, ce guide sectoriel pour objectif, en fait, c'est d'aider à travers l'évaluation des émissions de gaz à effet de serre, aider les différents secteurs à répondre à une obligation réglementaire que Fanny vous détaillera par la suite. C'est une façon également, à travers ce guide, de valoriser des démarches de progrès. Et puis, c'est bien évidemment de valoriser des solutions techniques qui répondent à différents enjeux environnementaux, en l'occurrence la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et voilà. Donc, cette édition a été publiée en 2018, c'est la quatrième édition. Et puis, ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais c'était 2 années de travail hein, du groupe. En termes de démarche hein, par rapport à ce groupe, vous l'avez sur le... Il n'y a pas de petits liens qui sont... Non. Donc, en fait, il y avait un comité scientifique, un comité de pilotage et puis des sous-groupes de travail donc, qui ont permis en fait, de rééditer ce guide. L'animateur, en l'occurrence l'animatrice, c'était Delphine Valentin, comme l'a dit Marie, et qui malheureusement n'est pas là ce matin. Donc voilà, toute une démarche itérative et une rigueur technique et scientifique pour consolider cette quatrième édition du guide. Bon, rapidement, quelques rappels sur les bilans des émissions de gaz à effet de serre hein, que Fanny vous détaillera par la suite et puis qu'on vous détaillera pour le secteur de l'eau et de l'assainissement. Donc, c'est une méthode qui vise à quantifier les émissions des principaux gaz à effet de serre et en particulier dédié à l'activité d'une organisation sur une période donnée. Le plus couramment, on utilise l'année. Donc, toute la méthode est détaillée et Fanny reviendra dessus. Ce qu'il faut bien avoir en tête quand on fait son bilan des émissions de gaz à effet de serre, en termes de méthodo, c'est un grand classique. Hein, on définit son année de référence, son périmètre en termes d'organisation, son périmètre en termes périmètre plutôt opérationnel. Et puis, on va identifier à partir de là tous les éléments qui sont pertinents pour le calcul de ces émissions. On les calcule, bien évidemment, et on les documente. À partir de là, on pourra identifier les principaux postes stratégiques en matière d'émissions de gaz à effet de serre et proposer un plan d'action en termes de réduction. Selon la nature de l'entité, on doit publier un bilan des émissions de gaz à effet de serre. Donc, selon les caractéristiques, ça peut être tous les 3 ans ou tous les 4 ans, selon les entités des secteurs de l'eau et de l'assainissement. Voilà.
Bien évidemment, on reviendra derrière, mais c'est vraiment un outil pertinent en termes de management, en matière de maîtrise des coûts, en matière de mobilisation des collaborateurs et puis de toutes les parties prenantes. Voilà, sur ces grandes lignes d'introduction. Je laisse Fanny Floriot vous présenter le contexte réglementaire. Merci Florence. Du coup, je vais me permettre de revenir un petit peu sur l'historique et le pourquoi aujourd'hui on a une réglementation sur les bilans d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, il faut avoir en tête que la réalisation d'un bilan d'émissions de gaz à effet de serre, c'est pas nouveau. Bon, déjà en France, c'est pas nouveau parce que la réglementation commence à avoir quelques années, mais même avant ça, ça fait plus de 20 ans, voire même aujourd'hui, parce que je marque toujours plus de 20 ans dans les slides, mais les années passent, donc maintenant on est plutôt aux alentours de 25 voire 30 ans. La comptabilité carbone chez les organisations, donc vraiment au niveau entreprise, est vraiment ancrée dans le paysage au niveau international depuis très longtemps. Pour vous donner un petit ordre de grandeur, par exemple, la première normalisation, donc au niveau ISO, sur la réalisation des bilans d'émissions de gaz à effet de serre a été publiée en 2006. Donc, ce qui veut dire que les travaux avaient démarré bien avant, puisque évidemment, pour que l'ensemble de la communauté internationale se mette d'accord sur des lignes directrices, forcément, ça prend quelques années. Donc voilà, c'est juste pour vous remettre un petit peu ça dans le panorama. Si on se recentre vraiment sur le côté vraiment franco-français, la méthode bilan carbone, du coup, qui est à l'initiative finalement de toute cette démarche sur les bilans d'émissions de gaz à effet de serre, elle a été publiée en 2004 et a eu un réel engouement avec énormément de bilans carbone qui ont été faits entre les années 2004 et 2010 et qui a permis justement de faire valoir un petit peu ce savoir-faire français sur la comptabilité carbone et notamment de pousser. Et c'est vraiment dans le cadre de ces discussions qu'il a été décidé de réfléchir à mettre en place une réglementation pour pouvoir offrir à tous un cadre commun et surtout voilà, un socle méthodologique et une méthode qui soit partagée et harmonisée de tous, ayant bien en tête que c'est pas parce que c'est une réglementation que, entre guillemets, enfin, on est obligé de le faire, ça c'est sûr, c'est une réglementation, mais l'idée c'était vraiment de donner à tout le monde la première étape pour que chacun puisse démarrer une démarche de transition bas carbone. Il faut vraiment voir le bilan de gaz à effet de serre, comme le disait Florence, sur voilà, c'est un outil interne de pilotage, mais c'est vraiment la première étape si vous voulez commencer à insérer votre entreprise dans une transition bas carbone, sachant qu'aujourd'hui, c'est vraiment une démarche qui est essentielle étant donné les contraintes qui vont devenir de plus en plus prégnantes, que ce soit au niveau national, mais international, que ce soit sur les ressources et sur le climat. Donc le bilan GES, il faut vraiment, voilà, c'est vraiment la première étape pour se lancer dans une démarche de transition. Parfait. Donc concrètement, qu'est-ce que dit la réglementation? Donc sont obligés par la réglementation française, donc toutes les entreprises de plus de 500 salariés, toutes les collectivités de plus de 50 000 habitants et tous les établissements publics de plus de 250 salariés. Donc l'obligation réglementaire, elle est vraiment de faire un bilan d'émissions de gaz à effet de serre avec un plan d'action et de le rendre public. Donc au niveau de la fréquence de réalisation, comme le disait Florence tout à l'heure, on est à 4 ans pour les entreprises. L'idée étant de pouvoir jumeler l'exercice avec les audits énergétiques, étant donné que d'un point de vue collecte des données, il y a quand même pas mal de données qui servent et à l'audit énergétique et au bilan GES. Donc l'idée est que vous puissiez faire les 2 exercices de manière concomitante. Et pour les établissements publics, pour les collectivités, par contre, on est resté à 3 ans. Dans les grandes lignes, qu'est-ce que vous avez à faire? Donc, d'un point de vue vraiment purement obligatoire sur le périmètre du bilan d'émissions de gaz à effet de serre, on est sur les émissions directes et les émissions indirectes liées à l'électricité, à la vapeur. Donc, grosso modo, si je résume, c'est tout ce qui est lié à votre consommation d'énergie. Donc, à la fois énergie fossile et énergie électrique. La prise en compte des émissions indirectes, elle est recommandée, mais elle n'est pas obligatoire. Là-dessus, même si je pense que tout le monde en est convaincu autour du téléphone, et c'est notamment ce à quoi sert le guide sectoriel qui vous est présenté aujourd'hui, il faut quand même avoir en tête que grosso modo, donc là je parle pour tout type d'entreprise, pas forcément pour les entreprises eau et assainissement, mais les émissions indirectes, donc c'est-à-dire tout ce qui est scope 3, pour rentrer vraiment dans le jargon,
ça représente en moyenne à minima 80% des émissions d'une organisation. Donc finalement, se limiter à la stricte obligation de scope 1, scope 2, donc c'est-à-dire juste vos émissions liées à vos consommations d'énergie, c'est faire abstraction de 80% de ces émissions. Donc autant dire que le plan d'action que vous pourrez mettre en place si vous vous limitez à scope 1 et 2, bah, il sera loin d'être pertinent pour pouvoir réellement réduire les émissions de votre organisation. Le deuxième point du coup qu'il faut vraiment bien avoir en tête, c'est qu'un bilan geste, c'est pas juste je compte mes émissions. Le deuxième point que vous avez là sur la slide, de mettre en place un plan d'action de réduction avec des objectifs, c'est vraiment important. Enfin, c'est toute l'utilité du bilan geste, c'est de savoir quels sont mes postes les plus émetteurs pour savoir où agir et donc qu'est-ce que je vais mettre en place pour pouvoir agir. Donc c'est vraiment très important d'avoir en tête que c'est je compte et je mets en place un plan d'action. Et enfin, d'un point de vue, pour revenir vraiment au cadre réglementaire, donc votre bilan GES, depuis le 1er janvier, il doit être publié sur la plateforme de l'ADEME, dont je vous ai remis le lien ici. Et il faut savoir que le contrôle des bilans n'est pas du tout réalisé par l'ADEME, on n'a pas autorité sur le contrôle des bilans, on est là plutôt pour vous accompagner dans la réalisation et répondre à vos questions. Donc le contrôle est vraiment réalisé au niveau de l'État, puisqu'on est sur une réglementation. Donc directement par l'EDREAL de votre région, enfin de la région du siège de l'organisation. Donc si vous êtes une entreprise avec plusieurs entités et plusieurs établissements éparpillés un peu partout en France, ça va vraiment être l'ADREAL de la région du siège de votre entreprise qui fera le contrôle de vos bilans. Donc ne soyez pas étonnés si vous recevez des courriers de votre DREAL. Dès que vous publiez votre bilan sur la plateforme, l'ADREAL de votre région en est automatiquement informé et peut aller du coup consulter le bilan que vous avez publié. Je me permets un petit... Florence, je veux bien qu'on reste juste 2 minutes de plus sur cette slide-là. Je me permets un petit écart juste pour vous dire que tout ce que je vous raconte là, on est sur la réglementation telle que vous la connaissez et telle qu'elle existe aujourd'hui. Il faut savoir que dans le projet de loi énergie-climat qui a été voté en septembre, il y a quelques modifications qui ont été apportées et desquelles vont découler encore plus de modifications. Donc, notamment, à garder en tête que vous savez qu'il y a une sanction qui aujourd'hui était de 1 500 € si jamais vous n'étiez pas en conformité réglementaire avec la réglementation. Celle-ci va passer à 10 000 €, donc ce qui commence à être un petit peu plus dissuasif. Et surtout, pour être très pragmatique, 10 000 €, c'est le prix d'une bonne prestation pour réaliser son bilan GES. Donc, autant payer un prestataire pour qu'il vous réalise votre bilan GES plutôt que de payer l'amende à l'État et donner 10 000 € pour les caisses de l'État. Je ferme la parenthèse. Et une deuxième chose qui est modifiée du coup dans ce projet de loi qui va être publié incessamment sous peu, c'est notamment le renforcement de cette partie plan d'action. Donc désormais, on ne parle plus entre guillemets uniquement de plan d'action, on parle vraiment d'un plan de transition dans lequel il faudra vraiment détailler action par action les moyens qui sont mis en œuvre avec des objectifs à moyen et long terme. Donc l'idée, c'est vraiment de renforcer cette partie pour bien faire comprendre que le bilan GES, c'est pas juste je compte mes émissions, mais je passe à l'action une fois que c'est fait. Et enfin, dernière chose, il y a deux modifications qui ont été faites en termes d'exonération, notamment pour les collectivités. Donc, ça ne va pas forcément vous concerner tous directement, mais après, à voir selon comment sont organisées les collectivités en termes de délégation de services, etc. Mais jusqu'à présent, c'était les collectivités de plus de 50 000 habitants qui étaient obligées par la réglementation. Elles pourront être exonérées si jamais ces collectivités sont soumises à un plan climat et qu'elles intègrent bien leurs émissions, patrimoine et compétences dans le cadre de ce plan climat. Donc dans ce cas-là, elles pourront être exonérées de la réalisation d'un bilan GES, étant donné qu'il sera déjà pris en compte dans leur plan climat. Et pour les entreprises, donc là on est vraiment sur des grosses entreprises donc, qui sont soumises à la déclaration de performance extra-financière. Celles-ci ne seront pas exonérées de bilan GES, mais par contre exonérées de plan d'action, si jamais celui-ci est déjà présent dans leur déclaration de performance extra-financière. Donc voilà, ça c'est vraiment des choses qui ont été votées et qui vont être mises en place. Là-dessus, on n'a pas de doute, il faut juste attendre la publication officielle, mais le texte a été voté côté Assemblée, etc. Donc il n'y aura plus de surprise. Et de ça va découler du coup un décret. Donc là, pour l'instant, c'est toujours en projet et il n'a pas été publié. Mais il faut savoir que le ministère a une volonté de se mettre en cohérence avec la nouvelle version de la norme ISO sur la réalisation des bilans d'émissions de gaz à effet de serre qui change le périmètre
et donc notamment qui change le périmètre du bilan d'émissions de gaz à effet de serre et qui n'est plus du coup scope 1 et 2 obligatoire, scope 3 recommandé, mais vraiment de comptabiliser l'ensemble des postes significatifs de l'organisation. Du coup, c'est quand même une modification majeure de la méthodologie. Donc voilà, c'est à prendre encore avec des si et des pincettes, parce que de ce côté-là, rien n'a encore été publié et validé d'un point de vue réglementaire. Mais en tout cas, c'est une volonté d'aller en ce sens-là. Donc, d'élargir le périmètre de manière à rendre le bilan d'émissions de gaz à effet de serre un réel outil de management de ces émissions. Du coup, sur cette slide-là, c'était juste pour que vous ayez en tête un petit peu un petit panorama des organisations qui sont obligées par la réglementation française. Donc, il faut voir que d'un point de vue général, depuis la mise en place de la réglementation, donc en 2012, on a un nombre assez stable d'organisations obligées. On est aux alentours des 5000 obligés en France, avec du coup un bon 2 tiers d'entreprises, 27% d'établissements publics et 10% de collectivités. Donc voilà. Et enfin, dernière chose, donc comme je vous le disais, nous, côté ADEME, on n'est vraiment pas organisme prescripteur et au contrôle de vos bilans d'émissions de gaz à effet de serre. On est surtout là pour vous accompagner dans la démarche et vous mettre à disposition le plus de ressources possibles pour vous accompagner. Donc, dans ce qui est à votre disposition, bon, bien évidemment, il y a la méthode réglementaire qui est vraiment le socle de base pour savoir qu'est-ce qui est à compter et comment. Et ensuite, il faut surtout ne pas hésiter à aller sur le centre de ressources de l'ADEME, du coup, le centre de ressources bilan GES, sur lequel vous allez retrouver énormément d'informations et un petit peu le b.a.-ba du bilan GES. Vous avez pas mal de ressources également sur tout ce qui est plan d'action, sur comment construire un plan d'action, et notamment la méthode QuantiGES qui vous permet, action par action, de quantifier l'impact de vos actions, avec plus de 70 retours d'expérience qui sont déjà disponibles. Et bien évidemment, les guides sectoriels qui est un petit peu pour moi le b.a.-ba, et Florence va vous l'expliquer, mais c'est vraiment comment rentrer dans le cadre d'un bilan GES. C'est vraiment, quand je suis une entreprise de ce secteur-là, qu'est-ce que ça veut dire faire mon bilan GES? Donc, c'est vraiment, ce sont vraiment des documents essentiels pour pouvoir démarrer sereinement sa démarche de bilan GES. Et bien évidemment, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous contacter directement sur la boîte mail du centre de ressources, dont je vous ai remis l'adresse ici. Enfin voilà, on répond dans la mesure du possible assez rapidement, et puis surtout à l'ensemble de vos questions, que ce soit d'un point de vue purement technique sur la comptabilisation, ou un peu plus logistique sur la réglementation. C'est bon. Merci Fanny, une bonne transition. Donc du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc je reviens sur le guide. Donc là, on va vous détailler les postes d'émission, les différentes catégories et puis des actions de réduction. Donc vous verrez au fur et à mesure des présentations, à chaque fois, on vous a mis la tête de chapitre qu'on a essayé de matérialiser. Alors, du coup, pas de chance, j'ai pas la bonne tête de chapitre. Voilà, donc à chaque fois, vous avez la référence avec le chapitre du guide en haut à droite des présentations, pour vous dire à peu près à chaque fois où on se situe. Donc, ça vous donne des repères. Donc, comme je le disais, en préparant cette conférence avec Delphine Valentin, l'idée était de vous redonner les éléments, de vous permettre de vous renvoyer au guide pour voir ce que vous allez trouver dedans. La particularité quand même, c'est qu'en termes d'émissions, même si on a fait un secteur eau et assainissement, et ben on ne retrouve pas, voilà, il y a des spécificités vraiment sur l'assainissement que l'opérateur qui fait que de l'eau ne va pas forcément retrouver. Donc voilà, pour pas que ce soit non plus trop long, et puis peut-être qu'on ait du temps pour échanger un peu sur les actions de réduction. Fanny mettait vraiment en avant la nécessité d'avoir des plans d'action et des évolutions réglementaires qui sont là pour challenger, je dirais, ces plans de réduction pour que les différents établissements aient des démarches vraiment de transition bas carbone. Voilà, ça nous paraissait assez intéressant de regarder ça dans le détail. Donc là, du coup, on va vous présenter les différentes catégories postes d'émission
qu'on peut prendre en compte dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Donc, classique pour des mises en place de bilan des émissions de gaz à effet de serre, hein. Donc, on catégorise classiquement en émissions directes, indirectes liées à l'énergie et autres émissions indirectes. Donc, ce sont les fameuses catégories qu'on appelait il n'y a pas encore très longtemps les scopes. Donc, votre périmètre opérationnel, vous le définissez à partir de postes d'émissions qu'on retrouve dans chaque catégorie. Donc, la catégorie 1, ce sont les émissions directes de sources de gaz à effet de serre qui appartiennent ou qui sont sous le contrôle de la personne morale ou organisation. La catégorie 2, ce sont les émissions indirectes qui sont générées par la production d'énergie achetée. Donc, ça va être l'électricité, la chaleur, la vapeur, le froid, qui sont consommés directement par l'organisation. Donc, la différence entre la 1 et la 2, c'est que la 1, ça va être en fait, par exemple, tout ce qui est substance d'origine fossile que vous brûlez. Voilà, ça va être le gaz, le fioul, par exemple, le diesel. Dans la catégorie 3, ça va être tout le reste. Tout ce qui va être émissions indirectes, qui sont la conséquence des activités de la personne morale ou de l'organisation, mais qui proviennent de sources de gaz à effet de serre qui appartiennent ou qui sont contrôlées par d'autres organisations. Donc, on reviendra dans le détail. À la fin de la conférence, on vous illustrera ça avec les actions de réduction de gaz à effet de serre et le cas d'Eau de Paris. Donc voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, ça peut se schématiser de cette façon entre les sources contrôlées par l'organisation en vert, les catégories 1, et puis tout ce qui est source indirecte liée à l'énergie, électricité, chaleur. Et puis bien évidemment, vous allez avoir en fait tous les postes d'émission avec les intrants, le frais, tout ce qui va alimenter l'organisation et tout ce qui va en ressortir également. Donc, on retrouvera en matière de catégorie 3 en émissions indirectes, autres que celles liées à l'énergie. Donc, dans le détail, alors, ce qu'on disait sur les catégories 1. Donc ça, dans le guide, hein, elles sont toutes détaillées. On ira plus en détail avec les types, les natures d'émissions et puis les façons de comptabiliser ou d'accéder aux données. Donc le classique, catégorie émissions directes de gaz à effet de serre, donc tout ce qui est lié aux émissions directes des sources fixes de combustion, donc ça va être tout ce qui peut être, gaz naturel, diesel et autres. Les émissions des sources mobiles à moteur thermique, donc ça va être tout ce qui est carburant de sources mobiles, comme un petit groupe électrogène, du matériel agricole par exemple. Des émissions directes des procédés hors énergie, donc ça peut être des choses en termes de traitement, de décarbonatation, de réactions chimiques. Tout ce qui est émissions directes fugitives, alors là, c'est un poste particulier, donc c'est lié à tout ce qui est fluide frigorigène. Ça peut être tout ce qui est lié à la fertilisation azotée, le traitement de déchets organiques. Donc les fluides frigorigènes, hein, c'est ce que vous allez retrouver dans les climatisations, c'est ce que vous allez retrouver dans les pompes à chaleur, donc par exemple. Et puis les émissions issues de la biomasse, donc tout ce qui est sol, forêt. Donc là, ça va être tout ce qui est lié aux activités sur le sol, les zones humides, l'exploitation de forêt. Sur la catégorie 2, donc on a les émissions indirectes de gaz à effet de serre qui sont associées à la consommation d'énergie, c'est-à-dire les énergies autres que celles qu'on a vues dans la catégorie 1. Donc c'est principalement la consommation d'électricité. Aujourd'hui, sur les recommandations de l'ADEME, le facteur d'émission pour l'électricité est le même que ce soit de l'électricité verte ou de l'électricité issue du mix actuel. Il n'y a pas de facteur d'émission dédié pour le vert, un mécanisme garantie d'origine ou standard selon les définitions de l'ADEME. Il existe un facteur d'émission pour l'électricité premium, mais ce n'est pas encore pris en compte dans les méthodologies de comptabilisation. Fanny pourra peut-être nous apporter plus d'éléments là-dessus par la suite. Voilà.
Et puis, donc, dans ces émissions indirectes, on a la consommation de vapeur, de chaleur ou de froid. Dernière catégorie, les autres émissions indirectes de gaz à effet de serre. Donc, là, ce qu'on disait, c'est vraiment les émissions liées à l'activité de l'entité, mais qui proviennent de sources, d'opérations, de sous-traitants, de prestataires, etc., qui sont contrôlées par une entité autre que celle qui va effectuer son évaluation. Donc, l'entité, en fait, a moins la main sur ces émissions que sur son procédé qui peut générer des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a 3 parties majeures dans les services d'eau d'assainissement. Ils ne sont pas négligeables, hein, vous le verrez chez nous, mais c'est la même chose avec d'autres entités qui ont participé au groupe de travail. On est classiquement minimum 1/3 des émissions qui sont des émissions indirectes, voire 50% pour certaines entités des émissions de GES qui sont dans cette catégorie. Donc, au regard de ce que disait tout à l'heure Fanny, c'est pas négligeable. À partir du moment où il va falloir rentrer dans une démarche un peu punchy, plus vertueuse encore en termes de plan d'action et des évolutions réglementaires à venir sur le fameux scope 3 ou catégorie 3. Voilà. Donc, du coup, dans ces catégories, on y retrouve tout ce qui est lié à la fabrication, le transport des produits chimiques qui sont du coup, très utilisés dans nos services d'eau d'assainissement. Bien évidemment, ce qui est lié au bout d'épuration, d'autres sous-produits. Pardon. Est-ce que c'était Fanny? Ouais, Fanny. On a un petit problème technique. Non, c'est bon? Non, okay. Bon. Donc, du coup, tout ce qui est lié au traitement et l'élimination des boues d'épuration, c'est beaucoup plus important sur ces catégories-là que ce qu'on peut trouver sur les boues d'eau potable. Je fais une petite aparté. Donc, il y a une distinction qui est bien détaillée dans le guide sur la distinction entre boues d'eau potable et boues des stations d'épuration. Et il y a le transport également des boues. Ce sont des facteurs, vu les quantités de boue qui sont générées par nos activités, ce n'est pas négligeable en termes d'émissions. Et puis, vous pouvez avoir un dernier poste. Donc là, c'est plus lié au patrimoine du service. Tout ce qui est émissions provenant de la fabrication des immobilisations. Donc, on va y retrouver les bâtiments, bien évidemment les réseaux avec leur canalisation, tout ce qui est équipement, machines, etc. Donc là, c'est vraiment lié au périmètre organisationnel et opérationnel. On retrouvera des variations dans ces postes un peu différents selon qu'on ait un maître d'ouvrage, qu'on ait une délégation de service public, qu'on ait... selon le patrimoine qui est à gérer par l'entité. Donc là, vous avez très, très détaillé, mais vous les avez vraiment dans l'ensemble du guide. Et puis, je ne vais pas forcément les représenter là dans le détail. Mais pour nos services, on y retrouvera donc vraiment tout ce qui est lié au process, tout ce qui va être lié aux sous-produits, à tout ce qui va sortir du process. Et vous avez aussi un poste non négligeable, c'est tout ce qui est lié au déplacement domicile-travail, parce qu'on retrouve tous on a tous du personnel qui est amené à se déplacer. Donc, typiquement, c'est un poste qu'on retrouve dans la catégorie 3. Voilà. Donc, j'insiste sur quelques points parce que c'est plutôt derrière, ça peut être aussi des leviers importants pour agir. Voilà, alors une petite aparté, donc là on a surtout parlé de ce qu'on émettait en matière de gaz à effet de serre, mais il ne faut pas oublier les émissions évitées, notamment dans une démarche de transition bas carbone et peut-être à plus long terme une démarche de neutralité carbone par exemple. Si on applique tous dans nos entités l'accord de Paris et qu'on s'oriente vers des démarches de neutralité carbone, certains services publics de l'eau qui ont participé au groupe de travail sont déjà dans des démarches de neutralité carbone, comme par exemple le CEDIF qui aujourd'hui compense ces émissions.
Donc, on y trouvera du coup les émissions évitées. Donc, c'est-à-dire que tous les sous-produits de l'activité sont valorisés par un tiers en substitution en fait, d'un produit ou d'une énergie qui est produite et cédée à un tiers. Alors, on les détaillera par la suite, hein, mais c'est classiquement tout ce qui est production d'énergie renouvelable, tout ce qui est production, par exemple, de biogaz. À partir du moment où en fait, vous revendez, vous cédez ces émissions-là, qui sont issues de sources renouvelables, et ben, ça se comptabilise comme des émissions évitées. Hein, c'est un classique, c'est en gros le delta entre votre bilan des émissions de gaz à effet de serre si vous aviez utilisé une énergie conventionnelle fossile et puis une énergie renouvelable. Là, le delta, justement, ce sont toutes les émissions qu'on a évitées justement avec un process, l'utilisation d'une ressource plus vertueuse d'un point de vue des émissions de gaz à effet de serre. Donc, dans les services de l'eau et de l'assainissement, on a deux types de substitution. Hein, c'est ce qu'on disait, c'est l'apport d'énergie que j'ai un peu détaillé. Et puis, bien évidemment, tout ce qui est apport de matière. Donc, dans nos activités, ce n'est pas négligeable, c'est tout ce qui est boue. Alors que ce soit les boues d'eau potable ou les boues d'assainissement, dès lors que vous faites de la valorisation agricole, eh bien, ce sont des émissions qui sont comptabilisées dans des émissions évitées. Ça va être également tout ce qui est valorisation des boues qui vont être utilisées comme combustible. Ça peut être utilisé en cimenterie, par exemple. Donc, c'est comptabilisé comme des émissions évitées. Et vous avez également, parmi les postes qu'on retrouve aussi dans nos déchets, tout ce qui est sable, qui sont souvent utilisés en matière routière, en matière de remblai ou ce genre de choses. Donc là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on aura l'occasion de les redétailler. Donc du coup, en rappelant les principaux postes d'émission qu'on a hein, sur l'électricité dans nos services, on a tous d'électricité, du fioul, du gaz naturel, tous nos produits chimiques, tous nos réactifs, l'hypochlorite, le chlorure ferrique, les charbons sous diverses formes, charbon actif en grains, charbon actif en poudre, le traitement des boues que j'ai évoqué tout à l'heure. Et puis, bien évidemment, on en parlait tout à l'heure dans la catégorie 3, mais ça va être tout ce qui est amortissement et immobilisation. Donc, on va tous être concernés par les réseaux en termes de canalisation, de transport, soit les réseaux de distribution pour la partie eau potable, soit tous les réseaux pour aller jusqu'aux stations d'épuration. Et évidemment, on a beaucoup de machines, beaucoup d'équipements qui vont permettre d'assurer les traitements. Donc, peut-être quelques ordres de grandeur sur ça. Donc, sur les éléments qu'on avait dans le groupe de travail au SIAP, les intrants, ça représentait donc tout ce qui était produits chimiques, énergie et amortissement. Ces trois postes-là, eux seuls, c'est 95% de leurs émissions annuelles. Chez nous, côté Haut-de-Paris, c'est à peu près 90%, tout ce qui est réactif, énergie et immobilisation. Enfin, j'ai l'habitude de dire immobilisation, mais amortissement, selon les jargons. D'autres activités chez Suez. Alors, Suez Eau France, hein. Ils sont à plus de 70% des émissions pour les réactifs, l'énergie, le traitement des boues et les travaux de renouvellement. Au CEDIF, CEDIF avec une particularité, c'est que les chantiers sont sortis, tout ce qui est renouvellement des canalisations, les chantiers sont sortis de la catégorie 3 en termes d'immobilisation amortissement. CEDIF a mis en place des bilans dédiés pour les chantiers de renouvellement. Donc, les travaux, c'est 35% de leurs émissions. Et sinon, le reste, en fait, 62%, en fait, c'est vraiment l'exploitation, donc avec les intrants, l'énergie, etc.
Quel cas encore intéressant pour n'oublier personne hein, qui a travaillé sur le groupe, et c'est l'intérêt de ce groupe, c'est d'avoir des chiffres un peu réalistes et concrets. Donc, je ne connais pas tous les chiffres par cœur, je m'en excuse, hein, c'était la partie de Delphine, donc j'ai besoin de mes quelques notes. Donc, on avait Nantes Métropole qui a participé activement et notamment qui a beaucoup de retours d'expérience. C'était principalement les immobilisations et les travaux de canalisation qui sont le poste principal d'émission. Et avec une évolution, enfin ça ne va pas aller en s'arrangeant pour eux dans le sens où il y a une dynamique démographique très très forte sur leur secteur qui fait que les extensions de réseau font qu'augmenter. Donc comment réduire alors que finalement il y a beaucoup d'évolution. À l'Assor, c'est la consommation d'électricité et des carburants qui sont parmi les postes les plus importants. 73% de leurs émissions sont dans les scopes 1 et 2. Pour Veolia, les émissions sont imputables principalement au niveau du groupe, groupe O, aux consommations d'électricité. Voilà. Avec pas mal d'actions menées pour essayer de qualifier un peu plus la catégorie 3 et essayer d'en sortir des éléments pour voir comment leur périmètre d'influence peut être un peu plus challengé et un peu mieux agir, notamment sur cette partie des émissions. Et un prêt classique réactif également, et pour la production d'eau potable et aussi en eau usée, traitement des eaux usées. Voilà quelques chiffres clés. Donc, ils ne sont pas détaillés spécifiquement dans le guide. Par contre, leurs actions en lien avec justement les actions pour agir sur ces postes stratégiques en matière d'émissions sont détaillées à la fin du guide. Voilà. Alors, en termes de recommandations méthodologiques, donc, je vais passer assez rapidement là-dessus. Ce qui est vraiment important, c'est d'expliquer quels sont les GES qu'on prend en compte. Donc, avec des noms, voilà, donc dioxyde de carbone, c'est facile pour tout le monde, le méthane aussi, le protoxyde d'azote. Après, on va rentrer dans toutes les catégories de fluides. Alors, les hydrofluorocarbones, les hydrocarbures perfluorés, les hexafluorures de soufre et le triofluorure d'azote. Voilà, faut que je m'entraîne un peu plus, mais c'est voilà. En termes de prononciation, voilà, donc vous avez à chaque fois les PRG en fait de ces gaz, et on voit justement que les pouvoirs d'émission sont pas les mêmes d'un gaz à l'autre. Ce qui fait consensus, et ce qu'on voit après quand on fait son bilan des émissions de gaz à effet de serre, c'est qu'à un moment, on essaie de convertir tout ça en tonnes de CO2 pour arriver à avoir une unité commune. Et puis, en matière de comptabilisation et d'action, éviter de se retrouver à devoir additionner des choux et des carottes. Donc, c'est plus facile de ramener tout ça sur une unité qui fait consensus, qui est le CO2. Dans le détail des recommandations méthodologiques, pour chaque émission, en fait, on précise le gaz qui est émis, et en termes de méthode, on précise comment convertir le gaz émis en un gaz qui fait plus consensus, qui est le dioxyde de carbone. Donc, dans le guide, on reviendra plus en détail là-dessus, mais voilà, vous avez sur toute cette partie chapitre 5 du guide, je ne sais pas si on voit quelque chose, en fait, vous avez à chaque fois des tableaux et dans lesquels on précise les catégories d'émissions. Donc, il y en a 23 qui sont détaillés. Donc, voilà, le poste d'émission, les principales sources qu'on peut retrouver dans nos services d'eau et d'assainissement, le type de gaz qui est émis, les données à utiliser, soit qui sont facilement accessibles, soit des éléments d'évaluation qui ont fait consensus au niveau des réflexions du groupe dans cette 4e édition du guide, et puis des recommandations méthodologiques également. Donc là, c'est pour ça qu'on ne vous les détaille pas, mais ce qui est important, c'est qu'on a pu y intégrer, notamment pour tout ce qui est lié à l'assainissement, les lignes directrices du GIEC.
Et en même temps qu'on était en train de travailler sur ce groupe, en fait, il y a eu des révisions des lignes directrices du GIEC et notamment quelques éléments qui concernaient vraiment la partie assainissement et tout ce qui était méthane et protoxyde d'azote et boue. Et donc, c'était ça qui était intéressant. Donc, ça conduit à des formules de calcul assez barbares, mais c'est très bien écrit dans le guide. Voilà, donc pour intégrer et paramétrer vos différents calculateurs, tous les éléments sont donnés dedans. Donc voilà, l'idée n'est pas de vous les détailler, mais voilà, ce qui est important, c'est de qualifier ces gaz qu'on prend en compte dans nos services d'eau d'assainissement. Donc le CO2 fossile pour le dioxyde de carbone. Le CO2 biogénique, en fait, le seul facteur d'émission qui était disponible était celui du CO2 biogénique issu de la combustion, c'est-à-dire le brûlage du biogaz et de l'incinération des boues d'assainissement. Donc, c'est celui qui a été utilisé, qui est référencé dans le guide. Pour le méthane et le protoxyde d'azote, alors ces gaz proviennent de la décomposition de la matière organique dans des conditions anaérobies pour le méthane, et puis qui est généré également par la nitrification, la dénitrification de l'azote pour les eaux résiduaires avec l'urée, l'ammonium ou autres protéines, et qu'on retrouve au niveau de l'épandage agricole des boues d'assainissement. Donc, et puis le dernier que j'ai évoqué tout à l'heure, ça va être tout ce qui est gaz fluoré, avec des noms très faciles à retenir. Donc, c'est pas lié en fait au process de traitement des eaux, mais on va en fait les retrouver dans tout ce qui est système de clim et tout ce qui peut être cellules de comptage haute tension. Et également, sont les fluides qui sont utilisés aussi pour des pompes à chaleur qui peuvent produire de la chaleur pour les bureaux, pour certains process où on a besoin de générer de la chaleur. Donc, c'est pas négligeable, hein, les gaz fluorés, ça peut peser quelques pourcents selon la taille de votre patrimoine, la quantité d'équipement que vous avez. Ça peut peser quelques pourcents et c'est comment dire, et très souvent, en fait, ça pèse lourd parce qu'on a du mal à les comptabiliser. Et c'est plutôt lié à un problème d'organisation. Enfin, je fais une parenthèse là-dessus, mais en fait, on fait des évaluations. On donne des éléments très souvent d'évaluation parce que nos contrats de maintenance ne nous permettent pas d'avoir dans le détail des attestations de rechargement. En fait, à chaque fois que vous avez des fluides frigorigènes quelque part, vous avez des vérifications générales périodiques à faire et votre prestat fait des rechargements de ces fluides frigorigènes. Quand vous avez le bon, vous savez exactement combien il a rechargé. Donc, vous savez exactement combien de ces gaz fluorés ont été perdus. Si vous n'avez pas ces éléments-là, vous mettez des ratios qui sont en général très importants, sur lesquels vous appliquez des taux d'incertitude qui sont également très importants, et vous vous retrouvez très vite avec des pourcentages en termes d'émissions de GES qui sont très importants. Et alors qu'en fait, c'est extrêmement facile de cadrer l'organisation pour récupérer des chiffres beaucoup plus, qui sont beaucoup moins contraignants en fait sur vos bilans. Voilà. Et je pense, Fanny pourra peut-être le dire, mais on retrouve, à mon avis, cette problématique dans la plupart des services, des secteurs. Voilà, pas que l'eau et l'assainissement. Oui, je confirme, les fuites de fluides, pardon, c'est une vraie problématique partout, alors qu'effectivement, comme tu viens de le détailler, ça devrait pas être très compliqué étant donné qu'on sait exactement, voilà, quand on a besoin de recharger, son système de climatisation, on sait combien on recharge. Mais dans toutes les entreprises, quel que soit le secteur, c'est une information qui est très difficile à récupérer alors que, ça devrait pas l'être tant que ça. Donc, il y a vraiment une boîte noire autour de tout ce qui est climatisation qui est assez impressionnante. Voilà, donc du coup, sur les éléments par type de catégorie, en fait, j'ai détaillé un peu les différents types de gaz et où on les retrouve dans nos process en eau ou en assainissement. Donc, on vous propose de pas détailler tout ça. Ça va être un petit peu long et plutôt de passer un peu de temps sur les actions de réduction. N'hésitez pas à la fin de la conférence, si vous avez des questions là-dessus, à les poser. Bien évidemment, on pourra revenir sur des éléments méthodaux.
Mais c'est vraiment très détaillé et très accessible à travers le guide. Et dans cette édition, ça a vraiment été enrichi de l'expérience de tous les membres du groupe de travail pour vraiment arriver, en termes de maturité, à avoir des choses où finalement, par expérience, les gens ont vraiment enrichi là-dessus pour avoir des choses assez concrètes. Et voilà, un peu, notamment sur tous les sujets boîte noire, comme pour reprendre le terme employé par Fanny. Donc voilà, donc ça je les passe très vite, hein, enfin je les passe même pas d'ailleurs. Donc toutes les catégories, voilà, on vous a reprécisé comme c'est précisé dans le guide, les natures, les données à collecter, quand elles ne sont pas accessibles, comment vous pouvez évaluer, et puis des recommandations méthodologiques, notamment pour arriver la plupart du temps à traduire les émissions sur une unité commune en CO2. Je parle notamment pour le CH4 et le protoxyde d'azote, enfin le méthane et le protoxyde d'azote. Donc concrètement, quand on a fait tout ce travail de comptabilisation, etc., on va obtenir un résultat en matière de bilan des émissions de gaz à effet de serre. Donc on aura tout bien comptabilisé. Et pour l'entité, la structure, en fait, ça permet de prendre conscience de 2 éléments majeurs qui sont les postes d'activité qui génèrent le plus d'émissions de gaz à effet de serre. Et puis, on se rend compte également, donc sur les postes stratégiques, on se rend compte en fait, et on l'a bien vu quand on détaillait les catégories 1 et les catégories 2 d'émissions, de l'importance de sa dépendance en fait à tout ce qui est énergie fossile ou de sa vulnérabilité en matière énergétique en fait. Vous le voyez, plus vos postes en catégorie 1 vont être élevés, plus vous êtes dépendant en termes d'énergie fossile. Sur votre catégorie 2, si cette catégorie-là est aussi élevée, vous avez aussi une dépendance en matière d'énergie plus globalement. Donc ça, dans une démarche où votre bilan va vous permettre de faire ce premier travail de prise de conscience, vous allez du coup identifier vos postes les plus stratégiques en matière d'émissions, pouvoir les analyser au regard de votre organisation et puis pouvoir proposer des solutions pour réduire votre impact environnemental et votre plan d'action. Fanny le disait tout à l'heure, hein, sur les évolutions réglementaires à venir, ce n'est pas une simple aujourd'hui publication des différentes catégories d'émissions. Il y a le plan d'action qui est également à publier, mais aujourd'hui, ça va être renforcé. Il va falloir avoir des choses beaucoup plus ambitieuses ou rassurer en termes de moyens mis à disposition. Mais voilà, il faut des actions réellement planifiées avec des moyens, des modalités pour les évaluer, pour les suivre et vraiment s'inscrire dans une démarche de transition bas carbone. Donc, on a cité comme référence en fait pour mettre en place en fait cette démarche de transition bas carbone ou cette démarche de management du carbone ou des émissions de gaz à effet de serre, ce qui est fait par l'association Bilan Carbone, qui propose un référentiel en termes de système de management des gaz à effet de serre. Donc, je crois que les éléments sont accessibles à tous les adhérents de l'association Bilan Carbone, si je ne dis pas de bêtises. Il n'est pas accessible depuis leur site, il faut être adhérent de l'association. Je ne sais pas, Fanny, si je dis des bêtises. Ben, j'ai un doute parce que je sais qu'ils ont des réflexions pour le mettre à disposition gratuitement de tous, mais je ne sais pas si c'est déjà le cas ou pas. Mais n'hésitez pas à leur poser la question quoi qu'il arrive, parce qu'en tout cas, c'est une volonté de leur part de le rendre accessible à tous. Donc, voilà. Donc, bien évidemment, à partir de ce résultat du bilan des gaz à effet de serre, s'inscrire dans cette démarche, c'est aussi un premier pas vers une communication à l'interne pour un peu prendre conscience et partager ce travail de prise de conscience à l'interne avec les collaborateurs et commencer à les sensibiliser. Et puis, on a bien insisté sur les catégories 3 d'émissions, mais c'est aussi une façon de faire prendre conscience et de trouver des leviers pour mobiliser
différents partenaires et les parties prenantes, parce que on vous le disait, hein, au niveau du groupe de travail et pour les secteurs eau et assainissement, on a un bon tiers des émissions qui se retrouvent dans les amortissements et les immobilisations. Et donc, on ne maîtrise pas directement ces émissions. Donc, ça permet d'avoir des éléments quantifiés et de commencer à discuter, à trouver des leviers et puis, bien sûr, à permettre de suivre les actions de réduction. Voilà, donc sur ces parties qui détaillent les catégories, les périmètres, voilà, j'ai terminé. Est-ce qu'il y a des questions peut-être avant de passer aux actions de réduction? Oui, je vais vous interrompre une petite minute. On a en effet une question. Donc, on a monsieur Olivier Saison qui demande si le document SMGES est bien disponible depuis le site internet sans être connecté comme adhérent à l'ABC. Mais c'est ça, du coup, vous n'êtes pas sûr. Alors, bonjour Olivier. Non, je pense plutôt qu'Olivier confirme qu'il est bien accessible sans être adhérent à l'ABC. Pardon, excusez-moi. Oui, en effet, j'ai mal corrigé. Il n'y avait pas de point d'interrogation, donc en effet, Oui. c'était une affirmation. Donc, merci, monsieur Saison, pour cette précision. C'est bon. Pour le moment, on n'a pas d'autres questions, mais donc j'en profite pour rappeler à nos spectateurs qu'en cliquant sur la petite icône QR, vous pouvez poser vos questions que je transmettrai à nos intervenantes. Donc, s'il n'y a pas de questions sur cette première partie de la présentation, je vous propose de poursuivre. Alors, donc en matière de réduction des émissions, donc en termes d'exemples qu'on va détailler par la suite, voilà ce qu'on peut retrouver en matière d'action de réduction. Donc, les actions en fait peuvent prendre la forme de modes de production qu'on a réinterrogés, qu'on a fait évoluer. Ça peut être lié au changement de comportement. On peut revoir également dans les actions des éléments stratégiques de l'activité. Ça peut en fait être des actions qui vont permettre d'améliorer les aspects relations clients, marketing, la com. Ça peut être des actions qui vont cibler les usagers ou les clients, selon comment on les qualifie. Et puis, ça peut être aussi des éléments importants en matière de stratégie, de démarche d'innovation pour la structure. Et puis, bien évidemment, dans cet aspect d'innovation, c'est ce qu'on disait, ça peut être des pratiques qui sont aujourd'hui innovantes, l'occasion de tester des choses parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a un champ des possibles en matière d'évolution technologique qui peut être apporté par l'innovation. Excusez-moi, on a une autre petite question, du coup, je me permets de vous couper à nouveau. Donc, on a Aland R Carré, excusez-moi, j'essaie de ne pas écorcher votre nom, qui demande si le logiciel Carbon 6 de la SAD est disponible gratuitement et est-ce que d'autres outils de calcul gratuits sont disponibles? Je ne sais pas si vous avez une réponse. Je n'ai pas de réponse. On peut se renseigner et puis porter une réponse en interrogeant la SAD. Moi, je ne l'utilise pas directement. Ouais. Madame Floriot, je ne sais pas si vous savez s'il y a des outils. Non, à ma connaissance, non. Enfin, on va dire que d'un point de vue général, si je sors du secteur eau et assainissement, il n'existe pas d'outils gratuits pour réaliser son bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Tout ce qui est mis à disposition côté ADEME et ministère, c'est la méthode. Après, aujourd'hui, énormément d'organisations utilisent le bilan carbone. Donc du coup, sont adhérents auprès de l'ABC pour pouvoir télécharger l'outil. Ça reste l'outil qui est le plus utilisé, entre guillemets, par les entreprises et également par les prestataires qui réalisent des prestations là-dessus. Mais on a également pas mal d'entreprises qui ont développé leurs propres outils en interne et qui les mettent à jour et les alimentent. Mais d'outils gratuits à disposition pour satisfaire à la réglementation, il n'y en a pas. D'accord, merci pour cette précision. Et on a une autre question de Cédric Jagou qui demande est-ce que le groupe de travail abordera un peu plus les émissions GES de l'assainissement, mais plus axé sur le transport des effluents que sur le traitement final? Parce qu'ils ont beaucoup de mal à trouver des infos sur ces problématiques, comme par exemple le gainage de canalisation quand on réhabilite du non visitable. On se complète. Donc, est-ce que le groupe de travail va aborder plutôt la question du transport des effluents?
Le transport des effluents, la question, elle est, c'est par rapport aux émissions de la canalisation ou c'est Oui, du coup, je pense que de ce que je comprends, c'est plutôt lié aux canalisations. Il y a des premières réflexions qui ont été faites du groupe sur tout ce qui est canalisation. Le gainage n'a pas été identifié. Alors après, je suis pas une canalisateur, quoi. Le gainage, il y a des techniques. On a fait un panel, mais on va les détailler après sur les différentes techniques qu'il y a en matière de renouvellement ou d'extension de réseau, d'eau potable ou d'assainissement. Donc, il y a des choses qui ont été abordées. Dans le groupe de travail, c'était Pont-à-Mousson qui travaillait, qui a apporté son expertise sur le domaine, et puis pas mal de retours d'expérience aussi du côté du CEDIF, qui travaille beaucoup les bilans d'émissions de gaz à effet de serre de ces chantiers. D'accord. Voilà. Donc, on pourra regarder plus spécifiquement et interroger peut-être dans les prochaines réunions du groupe de travail. Ça peut faire partie des sujets à cibler. Peut-être que, peut-être un peu plus préciser. Je reprendrai la question et peut-être si je peux rééchanger directement avec la personne. Bien Comme sûr, ça, on on vous pourra le mettra en mettre à l'heure relation. du jour. Le prochain, du coup, ça tombe bien. Je fais un peu d'informations pour l'AST. Il y a un prochain groupe de travail qui se réunit le 2 décembre. Voilà. Donc, ça reste ouvert. Hein. Voilà, les gens qui veulent venir, ça reste. Enfin, il faut être membre de l'AST. Voilà. Mais c'est ouvert. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez prendre mes coordonnées ou celles de Céleste Charbonnier. Et si vous avez des questions plus spécifiques sur des secteurs, sur des sujets que vous souhaiteriez qu'aborde le groupe de travail, comme là, la question qui vient d'être posée, on peut les lister justement préalablement à cette prochaine réunion du groupe. C'est important. Voilà. Oui, donc je le répète, en effet, si le groupe de travail vous intéresse, soit pour y participer, soit pour leur donner des pistes et des idées pour leurs prochains travaux, n'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer un petit mail et puis je vous mettrai en relation avec Madame Soupizet et avec Céleste Charbonnier de l'AST qui chapeaute ce groupe de travail. Voilà. Donc, je vous laisse reprendre. Pour le moment, on n'a pas… Ok. Au moment où je dis ça, c'est toujours au moment où je dis ça qu'on a une autre question qui arrive. Donc, c'est toujours Monsieur Jagou qui précise qu'il fait partie du conseil départemental du 93 qui a une compétence assainissement, mais uniquement sur la partie transport. Ils ont déjà mis en place des calculettes carbone sur les travaux, mais sur les travaux de gainage, c'est très compliqué de chiffrer les GES. Voilà. Et donc, du coup, il serait ravi de vous contacter pour échanger avec vous sur ces questions-là. C'est ce qu'il faut, hein, parce que concrètement, ça peut, si ça peut amener à proposer un facteur d'émission sur quelque chose où on n'en a pas, si ça peut aussi mobiliser, parce qu'il n'y a pas que des exploitants dans le groupe de travail, hein, on a quand même pas mal d'apports aussi côté R&D, donc c'est aussi des pistes, ça peut aussi faire de la mise en relation pour aller étudier et aller étudier ou trouver des expérimentations, des exemples de terrain et essayer de se mettre d'accord sur des facteurs d'émission à proposer, quoi. Ok. Donc, on vous mettra en relation et si vous avez d'autres pistes, n'hésitez pas à nous les soumettre. Voilà. Donc, du coup, sur la partie réduction des émissions, donc, je parlais de typologie d'actions qu'on peut retrouver. Bien évidemment, les actions peuvent porter sur tous les types d'émissions, comme on a évoqué tout à l'heure, des émissions directes, indirectes, ou également des émissions évitées. C'est assez important. Pardon. Les actions peuvent porter sur des quantités d'unités d'œuvre employées ou sur des facteurs d'émissions liés à celles-ci.
Enfin, ce qu'il faut avoir en tête, même si ça pèse pas forcément toujours très lourd, hein, quand on identifie les principaux postes, on va aller agir déjà sur les plus gros postes, mais il y a aussi des actions qui sont des leviers. Ça ne va pas peser grand-chose en matière de gaz à effet de serre, mais ça peut aussi être un levier important en termes de mobilisation ou de com interne des différents collaborateurs. Je dirais tout ce qui est éco-geste, votre réduction de papier, elle ne va pas peser grand-chose sur les émissions de vos réactifs, mais elle permet de mobiliser toutes les strates de l'entreprise et d'aller vers une démarche partagée, commune de transition bas carbone pour la structure. Je peux me permettre, Florence, du coup, de rajouter une petite couche là-dessus. Alors bon, je sors un petit peu toujours du cadre, du secteur eau et assainissement, mais il faut savoir que, ce que tu viens de dire est vraiment vrai et on le retrouve dans toutes les entreprises. Il faut savoir que quand on a réalisé l'évaluation des bilans GES, donc qui sont publiés sur la plateforme, les 5 postes qui sont les plus calculés dans tout ce qui est scope 3 sont toujours les mêmes et on retrouve notamment le poste déchets. Alors, sachant que dans une entreprise, le poste déchets, dans une entreprise classique, c'est vraiment pas celui qui pèse le plus en termes d'émissions de gaz à effet de serre, puisque forcément, on achète beaucoup plus de choses qu'on en jette à la poubelle. Donc, les achats vont être bien plus importants que le poste déchets. Toutefois, c'est un poste qui est systématiquement calculé. Alors, outre le fait qu'en termes de récupération de données, souvent, c'est quelque chose qui n'est pas forcément trop difficile à calculer. Mais c'est surtout ce que nous ont fait remonter les entreprises, c'est que c'est vraiment un sujet assez facile pour pouvoir être utilisé comme un levier de mobilisation en interne et pour pouvoir mobiliser l'ensemble des salariés. Donc, je me permets de surenchérir sur cette dernière intervention, sur le fait que voilà, même sur des petites actions de réduction, mais qui permettent de sensibiliser l'ensemble des collaborateurs, il ne faut vraiment pas hésiter, puisque c'est par là que ça va commencer et qu'il sera par la suite plus facile de les mobiliser sur des actions un petit peu plus difficiles à mettre en place. Ouais, pour compléter ce que dit Fanny, hein, ce sont des petites actions pour lesquelles l'effort à fournir, il n'est pas bien gros, quoi. Enfin, il n'est pas bien élevé. C'est juste qu'on peut faire voilà, ça va pas, c'est pas ce qui va faire, qui va améliorer de façon considérable le bilan des émissions de gaz à effet de serre de l'entité, mais ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Voilà, le grand classique d'un plan d'action, hein, vous avez toujours les principaux postes, vous évaluez l'effort qu'il y a à fournir, bien évidemment, et bien en même temps, il y a vraiment, comme le dit Fanny, ces petits postes d'émission qui sont vraiment importants en termes de levier pour l'interne et pour passer à des actions de plus grande ampleur. Et puis, en général, ce sont des postes aussi d'économie, hein, la plupart du temps. Enfin, là, on parle beaucoup de transition bas carbone, mais voilà, il y a beaucoup des actions qui sont menées, finalement, conduisent à des gains non négligeables d'un point de vue finance. Voilà, vous arrivez à embarquer les finances aussi dans votre transition bas carbone sans trop de difficultés sur certaines choses. Voilà, donc du coup, ce qu'on a fait avec Delphine, c'est que par type de catégorie, on a essayé de vous proposer un peu des actions qu'on retrouvait en essayant d'être le plus équitable possible au niveau des représentants de tous les membres actifs de ce groupe de travail et qui ont contribué à la révision de ce guide. Donc, je m'excuse par avance si on n'a pas forcément donné des exemples pour tout, parce que sinon on pouvait passer la journée. Mais comme je vous dis, dans le guide, pareil, ce chapitre-là, qui est le chapitre 7, vous voyez, avec une jolie centrale photovoltaïque. Je fais un peu de promo pour chez moi, j'ai le droit. Voilà. 12 000 m², voilà. C'est une action d'émissions évitées. Donc, vous avez à chaque fois dans le guide, en fait, des tableaux qui vous détaillent les catégories, les postes d'émission, quelles fonctions sont concernées, des actions de réduction qu'on peut mettre en place, et puis le témoignage. Alors, j'insiste vraiment sur cette partie parce que c'est la nouveauté du guide.
Et tous autour de la table, on a voulu vraiment partager les bonnes pratiques, rassurer les gens qui se lancent dans une démarche, rassurer ceux qui proposent des choses, mais qui ont besoin d'avoir des éléments un peu factuels pour embarquer peut-être leurs dirigeants, pour permettre de rassurer peut-être les financeurs qui vont se dire « Oh là là, mais ça, il n'y a pas beaucoup de retours d'expérience, on prend peut-être des risques en utilisant telle technologie. » Voilà, l'idée, c'est, bon, bah, après… n'hésitez pas à recontacter aussi l'AST si vous voulez plus de précisions sur des exemples. Bon, vous retrouvez dans toutes les brochures institutionnelles un petit peu tout le monde ces témoignages, mais voilà, passez par le groupe de travail si vous voulez en savoir plus, exactement comme la démarche de Monsieur Jagou. Voilà, c'est ce genre de choses qu'il faut mettre en avant. Donc voilà, on a essayé d'illustrer quand même avec pas mal de témoignages pour se dire qu'on peut trouver des choses, on peut tous vraiment progresser en la matière. Donc si je prends les catégories 1, alors j'ai fait un même package, combustible et électricité, même si pour la publication de bilan, on les sépare. Donc tout ce qui est lié aux infrastructures, métiers, exploitation. Donc on retrouvera en fait tout ce qui est bien évidemment l'amélioration de la performance énergétique de tout ou partie des procédés industriels. On l'a vu, ça peut compter comme un bon tiers des émissions dans un bilan complet. Dans nos services, on va retrouver souvent, le plus souvent, on va retrouver des postes très énergivores comme le pompage. Donc aujourd'hui, on trouve de plus en plus d'équipements qui sont plus performants d'un point de vue consommation énergétique. On y trouve de nouvelles générations de moteurs de haut rendement. On peut y mettre des variateurs de vitesse. On peut retravailler les modes d'exploitation, etc. Beaucoup de ces actions, en fait, sont éligibles à des aides. Des certificats d'économie d'énergie. Donc, c'est assez intéressant. Donc, vous pouvez peut-être payer des équipements un peu plus chers. Je fais de la promotion pour les C2E et l'ADEME, pardon. Vous pouvez trouver des équipements un peu plus chers, mais finalement, vous avez des certificats d'économie d'énergie qui vous permettent de récupérer des crédits qui pourront peut-être équilibrer au niveau de votre dépense, et surtout, en théorie, ces équipements-là vont vous faire moins consommer. Donc moi, j'insiste beaucoup sur le pompage parce que c'est souvent ce qu'on va retrouver. Alors moi, je connais plus la partie eau que la partie assainissement, mais pour les services d'eau qui ont vraiment travaillé sur le guide comme le CEDIF ou nous-mêmes, sont vraiment nos postes les plus importants. Voilà. Pour Haute-Paris, la conso électrique, c'est 80%, c'est le pompage. Voilà, sur une facture de 9 millions annuels, c'est 80%, c'est que le pompage. Donc, il y a bien évidemment tout ce qui est mise en œuvre de sources de production d'ENR. Alors, d'un point de vue autoconsommation, ça va être mise en place d'énergie, d'électricité renouvelable, par exemple, en substitution de l'électricité du réseau. Donc là, vous êtes vraiment dans les catégories 2. Et vous avez, par contre, les émissions évitées, elles ne sont pas dans les catégories… tout ce qui va être revente d'une production locale d'énergie renouvelable n'est pas comptabilisé dans ces catégories-là. Ce sont des émissions évitées. Donc, vous allez avoir des micro-turbines qui sont pas mal développées chez Veolia, chez Suez aussi, ou des hydroliennes. Vous avez le projet capture de Sort. Vous avez, en termes de récupération de calories, le projet Degré Bleu de Suez. Vous avez des pompes à chaleur. Un exemple intéressant du CEDIF, qui avait des problèmes en termes de condensation dans le sous-sol d'un réservoir, qui a mis en fait en place un système de ventilation de traitement d'air, mais sur pompe à chaleur. Donc en utilisant en fait les calories du réservoir pour alimenter un système de ventilation qui était très très énergivore. Donc voilà, il y a des co-bénéfices aussi par rapport à d'autres sujets, comme ici un cas de gestion patrimoniale. Utiliser une ressource renouvelable fait également le job en matière d'entretien de ce patrimoine. Vous avez alors là également plutôt les émissions évitées. Donc nous, on avait un puits d'eau de secours dans la nappe stratégique de l'Albi à mettre en place. C'est une nappe à 650 mètres de profondeur et l'eau est à 28 degrés. On a profité de ce forage pour en faire un deuxième, tant qu'à faire. C'est des investissements de plusieurs millions d'euros
pour qu'il y ait en fait un doublé géothermique qui soit mis en place. Donc, ça pèse pas mal en termes d'émissions évitées. Un doublé géothermique comme ça, c'est 4000 tonnes par an d'émissions évitées pour nous, sachant que tout scope confondu, on a un poste de 27 000 tonnes à peu près d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, voilà, c'est en route pour la neutralité carbone en interne. Voilà. Vous avez tout ce qui est économie d'énergie sur les bâtiments, les équipements informatiques qu'on peut coupler à des éco-gestes. Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, ça ne pèse pas forcément beaucoup. Très souvent, dans nos bâtiments, en dehors des bâtiments de bureaux, on a souvent plutôt des contraintes de mise hors gel, ce genre de choses. Mais quelque part, il y a souvent comment dire, un poste de travail au milieu de l'atelier qui n'est pas très, très bien chauffé, où il y a un grille-pain, comme on l'appelle, des conditions, voilà, ce genre de choses où en fait on peut revoir dans nos bâtiments, faire quelques petites économies d'énergie, sachant que très souvent c'est pris comme des énergies un peu parasites du reste du process sur lesquelles on essaie d'intervenir. Et pareil, classiquement, ces économies-là sont éligibles à des aides ou des certificats d'économie d'énergie. Les équipements informatiques, ça va beaucoup peser sur les catégories 3. Parfois, il suffit d'augmenter la durée de vie des équipements informatiques. Voilà, alors c'est peut-être un peu militant ce que je vais dire, mais on n'est peut-être pas obligé d'avoir le dernier iPhone et de le changer tous les 6 mois. Voilà, non, c'est un peu militant et caricatural ce que je veux dire, mais bon, voilà, on s'aperçoit, notamment dans les entités publiques, on n'en fait pas forcément toujours exprès, hein, mais on pousse pas mal notre matériel informatique, quelque part, c'est ça de moins sur nos émissions en catégorie 3. Et puis, souvent, ça s'accompagne bien évidemment d'éco-gestes. Et puis, on en avait parlé tout à l'heure, tout ce qui était fuite de fluide frigorigène, c'est pas grand-chose, mais enfin, ça pèse très souvent et en fait, c'est vraiment un point d'organisation à améliorer avec les équipes de maintenance et puis tous les sous-traitants qui effectuent la maintenance sur ce type d'équipement. Les bilans des émissions j'insiste là-dessus, surtout quand on va essayer de substituer, je dirais, tout ce qui est chauffage sur énergie fossile par des pompes à chaleur, on va mettre de plus en plus des pompes à chaleur, donc ça veut dire de plus en plus aussi de fluide frigorigène. Donc quelque part, on va faire des économies en matière d'énergie fossile, mais on va se retrouver à augmenter les postes d'émissions par les fluides frigorigènes. Il y a bien évidemment, et donc pour aller dans le sens de ce que disait Monsieur Jagou, par exemple, il y a tout ce qui est chantier de renouvellement, de canalisation ou d'extension, où en fait, en faisant des bilans carbone, on peut optimiser les différents postes d'émission. Encore faut-il disposer de facteurs d'émission quand on veut aller beaucoup plus dans le détail. Mais c'est aussi une façon d'agir sur nos prestataires, nos sous-traitants, quand on sous-traite les travaux. Il y a tout ce qui est lié aux véhicules, engins, carburant et puis le volet exploitation ressources humaines. Donc là, on peut choisir dans nos politiques d'achat des parcs de matériel, de véhicules qui sont moins émetteurs et moins énergivores. Bon, ça va être un classique, remplacer les flottes thermiques par des flottes électriques, par exemple, ou du matériel qui utilise du diesel par du matériel électrique quand c'est possible. Voilà. Il y a évidemment tout ce qui est suivi des consommations qui est primordial pour suivre ces émissions. Il y a tout ce qui est optimisation de la maintenance, des différents déplacements des matériels de chantier, l'optimisation des déplacements de nos personnels. Voilà, des postes très faciles, des choses à mettre en place, et ce qui est mis en place depuis très longtemps, tout ce qui est bien évidemment webconférence, réunions à distance, télétravail. On arrive, je sais pas, on n'a pas évoqué dans le groupe de travail parce qu'on n'avait pas tous la maturité, mais en matière de télétravail, en fait, on arrive à comptabiliser des émissions évitées. Ça commence. Je pense que pour le prochain groupe, on aura beaucoup plus de retours d'expérience là-dessus et des éléments un peu quantifiés, vu que les obligations sur les plans de mobilité ont concerné beaucoup d'établissements, soit pour le cortège de 2018, soit pour le cortège de 2019. Donc peut-être qu'au groupe de travail de décembre, on aura des éléments un peu quantifiés. Il
l'IA également. Du coup, on a vu beaucoup de choses émerger avec les mises en place des plans de mobilité dans les établissements, donc comme l'éco-conduite, moins de transport en avion, etc. Voilà. Donc ça, ce sont des détails, des choses où il y a beaucoup de retours d'expérience et beaucoup d'éléments à les prendre dans les autres guides sectoriels. Voilà. Donc la partie exploitation, ça va porter surtout sur la partie réactif. Donc là, c'est vraiment, on l'a vu, hein, un tiers, voire plus en termes d'émissions de gaz à effet de serre pour nos activités, enfin pour nos secteurs. Donc des réactifs qui sont beaucoup moins émetteurs. Donc on est des gros utilisateurs de charbon actif. Aujourd'hui, on peut trouver des charbons actifs d'origine organique. On peut substituer le charbon à base de houille par du charbon à base de coco, par exemple. Ça se trouve, les fournisseurs le font. On peut augmenter la durée de vie aussi de certains filtres, tout en ayant toujours en tête, alors surtout en eau potable, de bien respecter les exigences en matière de résultats de traitement, hein, de qualité. Voilà, sur la partie plutôt travaux, tout ce qui était enrobé tiède. Le chlorure ferrique qu'on a identifié qui pouvait être produit aussi avec des process moins énergivores, moins émetteurs. Et puis d'autres coagulants, toujours dans l'idée de se poser la question, j'ai le choix entre différents réactifs. Est-ce que je peux trouver un réactif moins émetteur? Donc voilà, le guide a été enrichi d'un certain nombre de facteurs d'émission là-dessus. Les optimisations de consommation, bon, après on peut faire comme pour les déchets, hein, le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Bon, voilà, le réactif, si on peut s'en passer, c'est bien. Ce qui n'est pas forcément le cas, et notamment avec toutes les évolutions réglementaires qui impactent nos services d'eau et d'assainissement, où on rajoute de plus en plus de traitements, où on va traiter au plus fin les différentes particules. Mais il y a peut-être des optimisations de dosage et de réduction. Nous, ce qu'on disait sur les charbons, côté Haut-de-Paris, par exemple, sur les charbons actifs en grains, on essaie d'augmenter la durée de vie de nos filtres. Ça ne joue sur pas grand-chose, mais ça impacte considérablement nos émissions. Des réemplois et recyclages de différents matériaux, des matières premières secondaires. Il y a bien évidemment, pour tout ce qui est travaux, des techniques de pose ou de réhabilitation sans tranchée. Donc, c'est par exemple pour le CEDIF un objectif assez important qui est suivi annuellement, avec un objectif fort de réduction. Et puis après, tout ce qui est transport, donc voilà, essayer de reporter tout ce qui est trafic, transport plutôt vers le rail, le fret maritime ou le fret fluvial. Donc c'est pour les achats de réactifs, pour tout ce qui est approvisionnement au niveau des pièces de réseau, des équipements. Alors c'est pas forcément évident, je connais plus l'Île-de-France, mais sur le fret ferroviaire, c'est pas forcément évident, même si on veut l'encourager, c'est pas forcément évident de pouvoir trouver cette prestation-là, mais il faut tenter. C'est beaucoup plus facile en Île-de-France avec le fluvial, par exemple. Le cas intéressant du SIAP et de son usine de Seine-Aval, qui a considérablement diminué ses émissions sur ce poste-là, en se faisant approvisionner son chlorure fluorique et son nitrate de calcium par voie d'eau. Donc, jusqu'à 2% par an en moins en termes d'émissions annuelles, et puis même en termes d'impact local, c'est ce qu'on appelle en fait, je dirais, tous l'éco-bénéfice des démarches, c'est que c'est 9 camions en moins qui livraient tous les jours, quoi. Donc, c'est pas du tout négligeable. Voilà, il y a plein d'exemples hein, dans les membres du groupe de travail sur ces sujets-là. Voilà, je sais que nous, nos bouts d'eau potable sur les usines qui sont près de la voie d'eau, en fait, les bouts sont évacués par péniche depuis une dizaine d'années maintenant, par exemple. Alors, je profite que vous soyez sur cette partie matériaux pour vous transmettre une question assez précise de Alain Dercarré qui demande s'il est possible de bénéficier de ratios GES s'agissant de la fourniture de matériaux de travaux publics pour réseau, donc sur le sable, sur les gravats enrobés à froid, sur les BBSG ou enrobés à chaud, bicouche ou tricouche en matière de réfection de tranchées.
Alors, je ne saurais pas répondre dans le détail. Il y a un certain nombre de facteurs d'émission qui existent. Il faudrait regarder ça dans le détail avec les fournisseurs et enfin comment dire, les entreprises de TP qui font ce type de travaux. On pourra en discuter plus en détail avec, par exemple, Saint-Gobain qui est dans le groupe de travail. Il existe un certain nombre de facteurs d'émission. Donc, il y a comment dire, dans le guide, en fait, les éléments sont détaillés selon comment vous prenez en compte vos chantiers, vos travaux d'extension, de renouvellement de réseau. Donc, il y a quelques éléments avec des cas d'études sur des poses de conduite selon des différents diamètres. Voilà, donc c'est assez détaillé. Sachant que pour beaucoup, en fait, dans le groupe de travail, notamment tout ce qui est lié à nos travaux, en fait, on va le comptabiliser plutôt sur des méthodes financières. Et on s'appuie sur des éléments économiques, des facteurs d'émission dans le détail et des indices en termes de travaux type indice TP, BT ou ce genre de choses. Donc, on est sur des ratios monétarisés qui eux-mêmes renvoient à des facteurs d'émission très détaillés. Donc, ce sont des bases, il y a beaucoup de choses qui existent. Voilà. Après, dans le détail, il faut se poser la question de comment on veut les exploiter. Si on veut faire des bilans des émissions de gaz à effet de serre du chantier ou des chantiers, ou si on veut regarder ce poste-là au global dans notre bilan des émissions de gaz à effet de serre. Je ne sais pas, Fanny, là-dessus, si... Oui, bah, non, mais je pense que c'est exactement ça. C'est avant de, entre guillemets, se prendre la tête à descendre vraiment au niveau très très fin de la comptabilisation, c'est vraiment se poser la question du coup si votre besoin, c'est, comme tu le disais, de faire le bilan GES du chantier ou si on est sur le bilan GES de la structure et que du coup une approche monétaire peut suffire. Après, sur les facteurs d'émission qui existent, vous pouvez en trouver certains dans la base carbone. Après, on n'a pas forcément le niveau de finesse nécessaire par rapport aux différents besoins. Après, la base carbone, c'est une base de données qui est ouverte, donc il ne faut vraiment pas hésiter à nous faire des propositions de nouveaux facteurs d'émission à intégrer, de manière à ce qu'ils puissent être partagés de tous. C'est une base de données qui continue à être alimentée au fil de l'eau et à s'agrandir d'année en année. Après, voilà, il y a encore des trous dans la raquette, mais après, la première étape, comme le disait Florence, ça reste de se rapprocher d'abord des entreprises qui réalisent les travaux, qui, eux, peuvent avoir des données à transmettre. Sinon, après, c'est vraiment des études à part entière de réaliser les ACV des différents matériaux. Dans le guide, en fait, en page 73, en fait, sont détaillés des chantiers types. Alors, c'est une première étape. Mais voilà, quand vous avez des conduites enterrées, des chantiers types ont été détaillés en eau potable, en assainissement, et qui vous donnent en fait des façons, des éléments méthodologiques pour faire un bilan de gaz à effet de serre et des facteurs d'émission à prendre en compte. Voilà, sachant qu'après, derrière, vous pouvez tout décomposer, tous vos postes en émissions de gaz à effet de serre. Et du coup, ça vous donne des ratios plutôt par nature de conduite, par nature de matériaux posés. Voilà. Il détaille quand même l'origine des émissions qui sont avec les différents postes qui sont pris en compte. Donc, c'est une première approche, sachant qu'en fait, parmi les membres du groupe, on est beaucoup à utiliser des ratios plutôt monétaires, notamment vu le rythme de renouvellement, etc. Par contre, on est amené à faire des bilans dédiés pour des grosses opérations, par exemple une construction d'une nouvelle usine. Beaucoup de maîtres d'ouvrage peuvent le demander aussi pour juger des offres, pour des marchés de conception-réalisation, ce genre de choses. Donc, voilà. Ça dépend vraiment où vous mettez le curseur et quel est l'objectif derrière. Et vraiment, quand on commence à rentrer dans le détail, il faut se poser la question de tous les efforts à faire pour avoir ce niveau de finesse et pour en faire quelque chose, quoi. Merci pour ces précisions. Donc du coup, toute la partie canalisation, non, la partie déchets, pardon, mais ça va avec.
Donc, il y a tout ce qui est déchets, on l'a dit précédemment, qui ne sont pas négligeables en termes soit de postes d'émission, soit en poste d'émission évité. Donc, d'une manière ou d'une autre, vraiment à suivre, et ça a des objectifs importants. Donc, tout ce qui est boue de décantation, alors tout ce qui est boue d'eau potable, en fait, on va retrouver de l'épandage agricole, de la cimenterie, du remblai, etc. Vous avez après, bien évidemment, tout ce qui est boue d'épuration avec de l'épandage. Vous avez des technologies aussi qui visent à réduire la production de boue, comme le fait la SOR. Vous avez tout ce qui est valorisation des matériaux qui peuvent être produits sur un chantier, qu'on essaie d'éviter de transformer en déchets, mais qu'on essaie de réutiliser sur place, ce que propose de plus en plus Pont-à-Mousson sur ses travaux de tranchées de canalisation. Et puis, vous avez tout ce qui est recyclage de plastique, avec l'exemple, par exemple, de Suez, qui s'est mis des objectifs forts de recyclage des plastiques, avec des objectifs de multiplier par 2 le recyclage des plastiques sur l'ensemble de leurs installations à 2020. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme exemple de réduction sur la partie déchets? Bien évidemment, on a beaucoup insisté sur la partie travaux, mais tout ce qui peut limiter tous les impacts liés à des travaux en tranchée, avec tout ce que ça peut générer comme matériaux, comme des blés. Vous avez des techniques aussi, faire de la réhabilitation sans... il y a toutes sortes de choses qui sont faites. Donc, il y a la charte sans tranchée que le CEDIF impose à tous ses prestataires. Puis bien évidemment, tout ce qui est durabilité des matériaux, voir si on peut avoir des canas avec plus épaisses qui vont plus selon les contraintes. Enfin, en eau et en assainissement, on n'a pas du tout les mêmes problématiques, mais voilà, des épaisseurs, des conduites plus résistantes, tout ce qui peut jouer sur la durabilité, la durée de vie de ces matériaux. Alors justement, comme vous parlez de ça, je vous transmets une question, plutôt une remarque de Cyril Deléglise, qui dit qu'au-delà du bilan GES, disposer de l'impact du choix de matériaux des canalisations pourrait augmenter les critères de commande publique, par exemple entre la fonte, le PVC ou le grès, est-ce qu'ils sont plus ou moins impactants? Oui, alors il y a des réflexions en la matière. Donc les méthodes qui sont plutôt aujourd'hui utilisées sur le sujet, c'est pas que la partie bilan GES, c'est aussi plutôt des méthodes type analyse de cycle de vie. C'est là que c'est assez intéressant, notamment en termes de commande publique, étant donné que c'est normalisé. Ça peut être, sur la partie matériaux, l'AST commence à y réfléchir un petit peu, mais c'est plutôt aller vers des ACV sur les matériaux qu'on peut utiliser dans les secteurs de l'eau et de l'assainissement. Après, il y a un problème de propriété intellectuelle et de concurrence, donc à voir jusqu'où les candidats peuvent aller. Donc c'est plutôt aux donneurs d'ordre en matière de commande publique de proposer des sortes de calculateurs, ça peut être juste GES ou ça peut être ACV, mais des sortes de calculateurs simplifiés pour juger des fournisseurs ou des entreprises qui vont poser ces réseaux pour les juger à travers la commande publique. Donc il y a à la fois des critères de performance qu'on peut imposer, mais encore faut-il que le donneur d'ordre ait suffisamment de littérature pour l'imposer à travers des clauses environnementales dans ces marchés, ou ça peut se faire sur de la comparaison entre candidats pour de la fourniture d'équipements ou de la fourniture et pose d'équipements. Je ne sais pas si ça répond exactement à la question, mais voilà. Il faut avoir de la littérature solide, surtout quand on est sur de la commande publique avec une mise en concurrence et que ça peut fragiliser le donneur d'ordre. Alors, je suis maître d'ouvrage et d'une entité publique, donc j'ai plus cette sensibilité-là pour répondre à la question. Voilà. Et Fanny, tu voulais dire quelque chose? Non. Non, c'est tout à fait. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de mentionner. Après, si on commence vraiment à être sur de la comparaison de produit à produit, c'est vrai que l'ACV, donc l'analyse de cycle de vie, est peut-être plus facilement mobilisable que juste se concentrer sur l'impact carbone, parce que c'est vrai que là on parle GES parce que c'est c'est l'objet
du webinaire et puis du guide. Mais il ne faut quand même pas oublier que voilà, on essaye de plus en plus d'aller vers du multicritère et de considérer tous les impacts environnementaux. Et puis vraiment, l'outil ACV permet vraiment de comparer 2 produits identiques avec la même fonctionnalité et justement de regarder tous les impacts environnementaux. Donc, c'est vraiment l'outil qui sera à privilégier. Après, à voir quels sont les indicateurs environnementaux à privilégier les uns par rapport aux autres. Il y a forcément une priorisation à faire in fine pour pouvoir faire son choix. Et là-dessus, je vous invite, si jamais vous ne la connaissez pas, à aller regarder la base Impact de l'ADEME, qui est justement une base de données pour tout ce qui est impact environnementaux des produits. Alors, on n'est pas forcément sur, vous ne retrouverez pas forcément tous les produits qui vous intéressent par rapport à votre secteur. J'avoue, je ne la connais pas dans tout son détail, donc je n'aurai pas forcément une vision très exhaustive. Mais je sais qu'il y a quand même pas mal de matières premières qui sont présentes, donc ça peut quand même vous donner des idées. Donc c'est une base gratuite et à disposition. Il faut juste se créer un compte pour pouvoir y accéder. Donc éventuellement, sur certaines de vos questions et en termes de recherche de données, vous pouvez peut-être trouver des choses au sein de cette base de données qui, comme je le disais, on est vraiment sur l'impact environnemental des produits, donc on est vraiment tout indicateur confondu, mais ce qui ne vous empêche pas de récupérer juste l'impact GES si vous voulez vous concentrer uniquement sur les gaz à effet de serre. Donc après, du coup, en termes de catégorie 3 dans les autres émissions, il y a tout ce qui est usagé des sols et de l'eau. Alors c'est une catégorie, c'est difficile de ramener des émissions et de les voir à travers un bilan. Mais là, on est également, comme on insistait tout à l'heure, sur comment on mobilise l'interne, comment on mobilise sur tout ce qui est éco-geste. Là, c'est aussi comment on mobilise toutes les parties prenantes, tous nos partenaires. Et c'est important. Ça ne se mesure peut-être pas là. Ce n'est pas forcément facile à quantifier, mais il y a des choses importantes. Donc, il y a tout ce qui est sensibilisation des usagers à l'usage de l'eau. Hein. Bien évidemment, il faut préserver cette ressource. Donc, c'est important de ne pas avoir des équipements fuyards, etc. Parce que l'air de rien, l'utilisation de l'eau ou la production d'eau usée, ce sont des procédés qui sont énergivores et émetteurs de gaz à effet de serre. Donc, tout usage parcimonieux limite la pression sur la ressource et bien évidemment tous les traitements qu'on fera derrière. Donc, on a des actions un peu particulières également. Alors, ça dépend vraiment des entités, des organisations, mais la sensibilisation et l'accompagnement des agriculteurs avec des pratiques durables en termes d'agriculture qui peuvent préserver la qualité de la ressource, ça impacte nos émissions de gaz à effet de serre. À partir du moment où vous avez tous les polluants dans les eaux à traiter, ça veut dire que vous avez plus à traiter et avec des types de traitements qui sont très souvent très émetteurs de gaz à effet de serre. Donc, c'est l'augmentation des réactifs, ce genre de choses. Donc, mener des actions préventives, c'est très important. Donc, dans le même ordre d'idée, vous avez donc que les agriculteurs à sensibiliser. Vous avez les collectivités ou les usagers de la ressource en eau que vous sensibilisez sur des pratiques sans pesticides au jardin. Vous avez également les collectivités sur tout ce qui est espace vert. Donc beaucoup de démarches, on ne pourra pas toutes les citer, mais voilà, tous les opérateurs d'eau, d'assainissement, au niveau je dirais, du petit cycle de l'eau, sensibilisent leurs usagers sur des actions de prévention qui limitent en fait tout ce qui peut être polluant qu'on va retrouver dans la ressource et à un moment ou à un autre, que ce soit dans la station d'épuration ou dans la station de traitement d'eau, qui font qu'on va devoir abattre ces polluants. Donc, un accent très fort sur les actions de prévention. Et puis, c'est également aussi un vecteur fort de mobilisation, de communication, un vecteur fort pour l'image. Donc voilà, un classique qu'on va tous retrouver dans nos stratégies de transition vers carbone.
Indirectement, vous avez en termes de catégorie 3, donc une nature qu'on a appelée écologie industrielle et territoriale, ou tout ce qui est matériaux et prestations. Comme je le disais tout à l'heure, sensibiliser l'usager à un usage parcimonieux de la ressource, c'est une chose. Avoir, nous, de notre côté, des réseaux avec des bons rendements, faire tout ce qui est recherche de fuite, etc., ça veut dire moins d'eau, c'est moins d'eau pompée, pour la partie eau potable. Donc, tout ce qui peut contribuer à moins pomper l'eau et améliorer le rendement et rechercher toutes les fuites, c'est une démarche importante qu'on ne va pas forcément voir là tout de suite quand on va appuyer sur le bouton de son calculateur de gaz à effet de serre, mais qui est une démarche préventive nécessaire dans une démarche de transition bas carbone. On l'avait évoqué tout à l'heure quand on parlait des émissions évitées. Vous trouvez vraiment beaucoup aujourd'hui de synergies locales. C'est vraiment le domaine de l'écologie industrielle et territoriale pour valoriser tout ce qui est potentiel énergétique de nos services. Tout le potentiel thermique des effluents, la production de biogaz. Vous pouvez avoir tout ce qui est récupération de calories également sur l'eau, tout ce qui est chaleur fatale. Finalement, en fait, vous êtes producteur d'un certain nombre d'effluents. Vous n'en avez pas un usage direct, mais le voisin d'à côté peut en avoir besoin. Donc, on avait quelques exemples de tout ce qui est réutilisation d'eau usée chez Suez pour Agde. Vous avez un partenariat important entre le SIAP et le SICTOM, justement, où entre les productions de déchets et puis la partie assainissement. Il y a des partenariats sur la partie biogaz, par exemple, qui ont été mis en place. Vous avez le procédé FIC vert de SOR également. Pour ce qui est lié cette fois à une autre catégorie, un autre type d'émission plutôt sur les matériaux et les prestations, c'est un petit peu ce qui était évoqué là tout à l'heure sur la commande publique. Et c'est très détaillé, il y en a une page entière, mais Nantes Métropole a vraiment mis un accent très très fort sur la prise en compte du climat et tout ce qui est émissions de GES dans toute sa politique d'achat. Et c'est réintégré complètement dans toute la commande publique. Ces dernières années, Nantes Métropole a toute une liste en fait, de secteurs et d'actions qui vont prendre en compte le climat dans la commande publique, vraiment à toutes les strates. Donc, vous pouvez, je ne l'avais pas la détailler là, mais c'est très, très détaillé dans le guide. Voilà. Donc, juste quelques exemples. Peut-être des questions, sinon je peux prendre le cas pour finir d'autres paris. En fait, ce n'est pas tellement une question, plus une petite remarque de Michel Laforgue, qui dit que dans les recherches de fuite, il ne faut pas oublier d'intégrer les émissions de GES liées aux recherches de fuite en elles-mêmes, qu'il y a un optimum à rechercher et que le zéro fuite n'est pas atteignable. Oui, c'est exactement. C'est ce qu'on disait, c'est qu'à chaque fois, il faut toujours se poser la question de l'effort à fournir. Voilà. Donc, quand vous avez un rendement qui est quand même très très optimisé, très bon déjà, finalement, le point que vous allez gagner avec toute la mobilisation pour déplacer des équipes, pour ouvrir toutes sortes de technologies, etc. Il faut se poser vraiment la question de cette notion d'effort. Donc, c'est évident que toutes les émissions qu'on va pouvoir avoir quand les équipes vont aller faire des recherches de fuite ou des choses comme ça, qui se déplacent avec des véhicules, le type de matériel qu'on utilise, etc. Finalement, on peut déplacer aussi le problème, quoi. Donc, on parlait plus de techniques peut-être qui, selon on n'est pas tous au même niveau. Enfin, moi, je dis ça, de Paris, on est à 92% de rendement sur le réseau d'eau potable. Donc, c'est pas là qu'on va aller se concentrer. Par contre, il y a des secteurs où c'est plus difficile, en territoire rural, avec des réseaux. Parce que nous, on a la chance d'avoir des conduites qui sont toutes visitables. Donc des réseaux visitables, c'est une vraie chance. Mais quand vous avez des réseaux enterrés, très grands, très vastes, pas toujours évident.
Voilà. Merci, Monsieur Laforgue, pour cette remarque. Donc du coup, pour terminer, donc, ce que souhaitait l'AST, c'est qu'on propose des exemples. Donc, du coup, je vous proposais rapidement de vous dire un petit peu ce qu'on fait, nous, côté Haute-Paris. Voilà, donc on a mis en place un plan climat-énergie, qui est la stratégie d'atténuation d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation au changement climatique de la régie. Donc Haute-Paris, c'est 3 millions d'usagers, c'est 600 000 m3 d'eau distribués par jour en eau potable, 200 000 m3 d'eau par jour en eau non potable. Il y a 2 réseaux. Un réseau d'eau non potable qui sert principalement à l'arrosage des espaces verts. Donc on a fait approuver par notre conseil d'administration une stratégie à 2020 donc qui fixe l'ambition climatique et énergétique de la régie. Donc avec 4 cibles quantifiées, donc un objectif de réduction des gaz à effet de serre de 15%, donc on a pris comme année de référence l'année 2004. La particularité pour nous, c'est qu'en fait, on est une régie municipale de la ville, donc on essaie d'intégrer les mêmes temporalités que celles du plan climat, air, énergie territoriale parisien, qui a pour année de référence dans le calcul de ses émissions de gaz à effet de serre l'année 2004. Voilà. On a un objectif de réduction de 12% de nos consommations d'énergie. On a un objectif de consommer 95% d'énergie renouvelable. C'est essentiellement par les garanties d'origine pour l'électricité verte. Et puis, un objectif d'émissions à éviter, puisqu'en fait, on a depuis quelques années pas mal d'installations de production d'énergie renouvelable, en fait, qu'on n'utilise pas pour notre process, mais qu'on revend. Donc, c'était aussi une façon de les valoriser. Alors, je vous parle d'une stratégie qui a été votée, approuvée en 2015. À une époque, on ne parlait pas, juste avant la COP21, donc on ne parlait pas de compensation carbone ou de neutralité carbone, mais c'était aussi une façon de valoriser un certain nombre de nos investissements. Donc, du coup, plus en détail sur la partie gaz à effet de serre. Donc, vous voyez, en fait, donc ça, c'est notre bilan GES. Donc, on sépare ce qui est lié à l'eau potable et non potable. Donc, on n'est pas loin de 27 000 tonnes de GES produits annuellement. Et en matière d'émissions, vous voyez les différents postes. En émissions directes, c'est pas loin de 2000 tonnes. En émissions indirectes liées à l'énergie, on est plutôt sur 5000 tonnes. Et le reste, c'est catégorie 3. Voilà. Donc, on va y retrouver en fait tout ce qui est immobilisation, réactif, etc. Je les détaillerai juste après. Non, ça passe pas en fait. Voilà. Donc, justement, dans nos émissions, dans nos 6 postes d'émissions, on a plus de 30% qui sont liés aux immobilisations, près de 30% sur la partie liée à la consommation d'énergie. Actuellement, sur 2018, 22% ce sont les réactifs. 5% c'est le déplacement, les liés à nos déplacements. Les déchets, ça pèse pour 4%, et les fluides frigorigènes, c'est 2% des émissions. Voilà. Donc, ça va vraiment dans les ordres de grandeur qu'on a pu retrouver à travers les retours d'expérience et le partage un peu des informations des membres du groupe de travail. Donc, juste pour expliciter la partie énergie, en fait, nous, on est sur une facture énergétique c'est à peu près 110 gigawattheures par an, dont 105 pour la partie électrique. En gros, 95% de notre facture énergétique, c'est de l'électricité. Donc, on a la chance en France d'avoir une électricité peu carbonée. Donc, ça ne va pas peser trop lourd dans nos émissions de gaz à effet de serre. Mais voilà. Donc après, en termes d'action, je vais détailler après, mais c'est ce qui a structuré c'est ce qui nous a permis de prioriser nos différentes actions en matière de réduction des gaz à effet de serre.
Alors, je fais une petite aparté sur les émissions de gaz à effet de serre évitées, ce que j'expliquais tout à l'heure, mais enfin, voilà, vous pesez notre bilan carbone avec nos émissions directes et indirectes, enfin, les catégories 1 et 2. Voilà, les émissions évitées, là, on est aujourd'hui annuellement à 3700 tonnes d'émissions évitées. Donc c'est important parce que, bon, indépendamment du fait qu'on exploite une centrale de géothermie, donc, qui pèse beaucoup en termes d'émissions évitées, on retrouve dans ce poste-là tout ce qui est valorisation de nos boues qui pèsent pour 500 tonnes. Voilà. C'est un poste non négligeable. Donc, ça veut dire que nous, nos objectifs dans le long terme, c'est de garantir, alors, indépendamment d'un travail de réduction de la production de boue qu'on mène, c'est surtout de pouvoir pérenniser toutes ces filières qui sont plus vertueuses environnementalement que un traitement comme des déchets, quoi. Voilà. Donc là, je vous montre en fait ce qu'on a pour terminer. Hein. Voilà où on en est en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc on a là, vous avez le détail des calculs et puis les actions qui ont été menées. Donc depuis, alors sur le profil qu'on avait à 2004, on était à 32 600 tonnes, où on en est en 2018 et ce qu'on vise à 2020. Donc on a mis en place un certain nombre d'actions, principalement sur notre consommation d'énergie. Donc on essaie de sortir un maximum des énergies fossiles, mais il en restera parce qu'on a tout ce qui est fonctionnement du diesel, notamment pour assurer le secours électrique de nos installations qui font partie de nos obligations réglementaires. Donc ce sont des postes difficiles, mais aujourd'hui technologiquement on n'a pas forcément de solution. Donc on a considérablement réduit aussi quand même les consommations d'énergie électrique en travaillant énormément depuis plusieurs années sur l'efficacité énergétique du pompage, en allant regarder dans le détail tous les postes et en renouvelant des équipements, en améliorant l'exploitation du pompage. Ça se traduit en plusieurs gigawattheures économisés par an. Quand on a une facture d'une centaine de gigawattheures, c'est intéressant. Le poste important également de réduction qu'on a eu, c'est l'évolution de la consommation des réactifs et c'est principalement une stratégie sur les charbons. Donc, je l'évoquais tout à l'heure, mais on a pratiquement substitué tous les charbons à base de houille, sont remplacés par des charbons à base de coco. Donc on les teste, on a la chance de pouvoir bosser avec un certain nombre de laboratoires et notre laboratoire en interne pour regarder à chaque fois si les exigences en matière de qualité de traitement d'eau sont bien satisfaites. Donc ce qui nous a un peu surpris, parce qu'on a quand même pu mettre en place ces actions, mais quelque part on a donc nous on passe des marchés publics, mais sur les charbons actifs à base de coco, finalement ils sont sortis moins chers dans les commandes publiques que ceux à base de houille. Donc c'était une bonne surprise. Et puis on a même vu des qualités de traitement pour certains de ces charbons augmenter. Donc c'est très bien parce que ça nous conforte pour pérenniser ces actions-là dans le futur. Mais voilà. Ce qui n'est pas le cas de la consommation d'électricité, dont les prix vont augmenter. Voilà. Pour les charbons, on a pu avoir des gains financiers non négligeables et puis une amélioration même en termes de process. Et puis, il y a le plan de déplacement entreprise qui a été mis en place dès 2016, qui a permis de gagner quelques pourcents sur notre bilan des émissions de gaz à effet de serre. Donc, une réduction assez drastique de la flotte, des incitations sur d'autres modes de transport aussi pour nos collaborateurs, donc avec des prises en charge, des passes Navigo, enfin des cartes de transport, pardon. Il y a eu pas mal de choses de fait. Le déploiement du télétravail qui commence à peser aussi sur notre bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, sur ces postes-là, voilà ce que ça a donné. Donc on avait un objectif à 2020 de 15%. On a réussi à dépasser l'objectif
dès 2018, là, on a réussi à baisser sur ces différentes années à plus de 17% nos émissions de gaz à effet de serre. Voilà ce qu'on peut dire côté Haute-Paris. Donc, je vous dis, principalement une stratégie sur le charbon, une stratégie sur l'efficacité énergétique du pompage, et puis la partie déplacement. Et bien évidemment, depuis 2004, on avait déjà des démarches pour valoriser les boues. C'était déjà antérieur à 2004, donc on maintient ce niveau d'exigence en matière de valorisation des boues et de réduction des boues. Du coup, ça n'apparaît pas dans le graphique, mais ce qui a changé depuis 2015, c'est principalement ces actions sur les réactifs et sur l'énergie et les déplacements. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à les poser et à profiter de la présence de nos intervenantes. Le temps pour moi de vous rappeler, donc vous retrouverez l'intégralité de cette webconférence co-organisée avec l'AST sur notre plateforme dans la section VOD d'ici la fin de la semaine. Le support de présentation vous sera également fourni en version PDF. Pour ceux qui ne connaissent pas notre plateforme, sachez que vous avez aussi une partie forum d'échange. Voilà, si vous avez des questions à poser sur la plateforme, des questions un peu plus ouvertes à tout le monde, si vous voulez, voilà, si vous avez engagé une démarche de réduction de vos émissions de gaz à effet de serre, vous pouvez nous donner les informations qui peuvent être utiles à tout le monde. Et si vous n'avez pas d'autres questions, et bien sûr, pardon, si le groupe de travail AST gaz à effet de serre vous intéresse, donc la prochaine réunion, c'est le 2 décembre, c'est ça? Oui, voilà. 2 décembre. Si vous souhaitez, si vous êtes adhérent à AST, que vous souhaitez éventuellement y participer, ou en tout cas que vous avez des informations à leur transmettre, des pistes à leur suggérer, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Je vous mettrai en contact avec nos intervenantes et avec Céleste Charbonnier. Oui, n'hésitez pas, surtout les sujets. Enfin, après avoir parcouru le guide, si vous voyez des éléments en termes de méthodos qui appellent à des demandes de précision. Alors moi, je suis pas sachante dans tous les domaines. C'est l'intérêt d'avoir un groupe de travail avec pas mal d'experts. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos listes de questions, de demandes de précision, et justement profiter de ce groupe qui se réunit très prochainement pour pouvoir essayer de les balayer. On vous apportera une réponse dans la mesure du possible, mais n'hésitez pas. Et puis si vous souhaitez qu'on pousse des sujets, des éléments à investiguer à travers ce groupe, des éléments que vous n'auriez pas retrouvés dans cette dernière mise à jour du guide, poussez-les, parce qu'au contraire, dans le groupe, il y a quand même un certain nombre d'organismes de recherche, d'organismes professionnels. Donc, c'est aussi des choses qu'on peut pousser via l'AST pour aller plus dans des expérimentations ou un travail de recherche bibliographique pour proposer peut-être de nouveaux facteurs, de nouvelles méthodes. Mais ça peut être ce genre de choses qui peut être... et puis ça dynamisera aussi une groupe de travail aussi, voilà, des sujets. Maintenant qu'on a fait le gros travail de rédaction, voilà, si on peut se pencher sur des cas appliqués très concrets, ça peut être aussi une bonne chose. Voilà. Et donc je vous rappelle, vous retrouverez les liens sur le support de présentation, mais donc le guide, il est téléchargeable sur le site de l'AST et sur le site de l'ADEME. Voilà. Merci beaucoup Florence Soupizet, merci beaucoup Fanny Fleuriot de vous être rendue disponible. Merci à Delphine qui n'est pas là, mais oui. Saluer le travail qui a été fait, en particulier voilà, d'animation. en tant qu'animatrice de ce groupe de travail, j'imagine en effet que ça lui a demandé beaucoup de temps et d'investissement, donc merci à elle pour ce travail et merci à l'AST pour ce beau guide méthodologique qui va, j'espère, inspirer beaucoup d'entre vous. Voilà, je vous remercie et je vous retrouve prochainement pour une prochaine webconférence. Bonne journée à toutes et à tous.